Éric Nolot, le premier représentant de la gauche d'extrême droite en France, a été invité chez Frontières pour parler de la France insoumise et de Mélenchon. Éric Nolot nous y raconte des choses absolument passionnantes, extrêmement racistes, sur le fait que la France insoumise est en fait la première étape pour l'arrivée d'un califat en France. Bien sûr, nous allons regarder ça avec délectation et décortiquer le discours d'extrême droite de gauche d'Éric Nolot, qui, je vous rappelle, s'est auto-diagnostiqué de gauche. Chris, comment ça va? Es-tu prêt à regarder Éric? Quand t'as fait le détail, est-ce que tu t'es pas trompé de Eric? T'aurais dit juste Eric, j'aurais pensé d'abord à Eric Zemmour, vu tout ce que tu nous disais sur le califat, etc. Bon, c'est marrant, en plus qu'il aille chez Frontières, j'ai envie de dire un média d'une neutralité absolue, voilà, donc on va pouvoir regarder ça. Il y va souvent? Très souvent chez Frontières. Oui, il aime bien y aller. Il a son rond de serviette, comme on dit chez nous. Donc on va commencer avec le premier timecode. Donc comme vous le voyez, cet entretien a été réalisé dans le cadre du documentaire LFI : La fabrique de la haine. Oui, parce que Frontières, ça bosse dur, un gros travail journalistique pour nous expliquer que eux, ils sont pour le nettoyage ethnique de la France, mais que la haine est en face, évidemment. Premier timecode, Éric Nolot va nous parler un petit peu de l'histoire de Jean-Luc Mélenchon et de comment il en est arrivé à la situation dans laquelle il est aujourd'hui. C'est parti. Éric Nolot, il y a quelques années maintenant, vous étiez, je crois que vous étiez sur le plateau d'On n'est pas couché avec Jean-Luc Mélenchon, qui disait que la burqa, le voile intégral, si c'était dégradant pour la femme, il fallait l'interdire. Il fallait une position très ferme sur le voile. J'interromps tout de suite là, mais il y avait effectivement eu cette histoire de loi sur la burqa. Bon, c'était dans tous les délires islamophobes, etc. Effectivement, Mélenchon avait dit non à la burqa à l'époque. Je pense qu'il le dirait encore aujourd'hui. Alors qu'on rappelle qu'il n'est pas un vêtement islamique, qui est un vêtement ethnique afghan pashtoun, voilà, pour ceux qui pensent que c'est islamique, mais bon bref, mais il a jamais parlé d'interdire le voile ou quoi que ce soit. Enfin, déjà on est dans la falsification là. Et même en 2010, et même avant 2010, j'ai jamais entendu Mélenchon parler d'interdire le voile dans la rue. Enfin, c'est vraiment catastrophique, quoi. Finalement, on se pose la question, vous qui l'avez bien connu, qui avez bien connu cette gauche, tout simplement, qui était Jean-Luc Mélenchon en 2010? Et a-t-il abandonné la vraie gauche? Bonne question, Zoé. On va prendre une petite leçon de vraie gauche par Éric Nolot à Frontières. Déjà, moi, ça me régale. Je suis sûre que ça va bien se passer. C'est vrai qu'on a un peu l'impression d'avoir la gauche de Marcel Déat ou de Doriot en 41 à Vichy, qui dit c'est nous la vraie gauche. Voilà, ça fait un peu ça quand même. L'histoire est très simple, elle est même limpide. Vous savez, Jules César disait « Je préfère être le premier dans mon village que le deuxième à Rome ». Mélenchon, un jour, s'est dit qu'il préférait être le premier à ce qui deviendrait LFI plutôt que le 30e à Solferino, l'ancien siège du PS. Alors, ça demandait quelques changements. Ce que Éric Nolot oublie, là, dans ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il y a eu quelques petits événements politiques à ce moment-là, notamment le traité constitutionnel de 2005 qui crée une énorme fracture au sein du PS entre ceux qui militent pour le oui, toute une frange, Hollande, DSK, Moscovici, tous ces mecs-là de l'époque qui étaient vraiment une gauche, même pas d'accompagnement du néolibéralisme, c'était vraiment des artisans du néolibéralisme. C'était ceux qui l'ont amené, renforcé, mis en place quand ils ont été au pouvoir, etc. Et il y avait une aile, on va dire, gauche du PS, qui regroupait tout un tas de mecs, avec notamment des gens avec qui nous, on n'est pas forcément d'accord. Je pense à Fabius, par exemple, etc. Mais qui regroupait aussi Emmanuel Mélenchon. Voilà. Et cette fracture a donné lieu ensuite à la sortie de Mélenchon, qui s'est dit, en fait, l'appareil n'est pas transformable de l'intérieur. Le PS ne peut pas, en l'état actuel des choses, donner une politique de gauche. Et donc, ça a été un choix pour Mélenchon et d'autres gens de sortir de l'appareil et d'en créer un autre à côté. Nolot est persuadé qu'on peut analyser la politique uniquement par les ambitions égotiques et personnelles de chacun, etc., qui veut être calife à la place du calife. Mais en fait, il y a quand même des oppositions de lignes politiques, Éric Nolot. Alors, vous allez voir, Éric Nolot, à part flipper sur des histoires d'identité et des histoires raciales, ne parle jamais de politique. Vous allez voir. Non, et puis j'ai ajouté un truc. Ce qu'il oublie de dire, c'est mais en fait, il a fait ça par ego, mais il y a quand même 20% de gens qui attendaient Mélenchon pour pouvoir voter pour lui, parce qu'ils sont fans de l'ego de Mélenchon, tu vois. Enfin, comme si justement, tu viens bien de le décrire, il n'y avait pas, à la fin des années 2000, après 2002, le boom de Jospin, et justement au début de la crise, en fait, une critique de l'Union européenne, une critique du marché, une critique du libéralisme qui s'installait à gauche, notamment à gauche du PS, et qui justement a trouvé un débouché social et politique à hauteur de presque 8 millions de voix. Non, c'est juste, Mélenchon est tellement fort, hop, il monte un parti comme ça, et il y a 8 millions de personnes qui adhèrent sans que ce soit une ligne politique. Bon, vraiment, c'est la dépolitisation la
plus absolue, quoi. Un électorat de remplacement, hein, donc le think tank Terra Nova lui a fourni sur un plateau, ils ont dit allez, exit le prolo, bonjour l'immigré, le progressiste, etc., etc. Les banlieues islamisées, en gros. Il fallait évidemment changer de... Bon, alors juste, petite chronologie, c'est là où on voit que ces gens-là ne travaillent pas, ils sont pas très sérieux. Mélenchon part en 2008 au congrès de Reims du PS, il fonde en février 2009 le PG, et le rapport Terra Nova, c'est en 2012. Pour info. Et il fait sa campagne 2017 sur lequel Nolo n'a rien trouvé à dire. Voilà. Se disant qu'il était laïcard, etc. Donc ça voudrait dire qu'en fait, il a mis 8 ans à lire le rapport Terra Nova alors qu'il était arrivé à 19% à partir de 2017. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est le rapport Terra Nova, Ouais. Chris ? C'est un rapport qui avait été fait par l'Institut Terra Nova, assez proche du PS de l'époque, qui avait montré justement que après la défaite face à Sarkozy en 2007, que en fait le Parti socialiste ne devait pas essayer de reconquérir les classes populaires, et ils avaient dit qu'il fallait plutôt faire un programme. Alors ce qu'ils avaient dit pour les gens les plus précaires, les jeunes, les femmes, etc. Enfin ouais. Et c'est là où on a tout de suite vu le côté tout le monde a commencé à critiquer ça, dont son copain Éric Zemmour, le sociétal contre le social, comme si justement la vie des femmes n'était pas un phénomène social dans nos sociétés. C'était le début aussi de la force des instituts de sondage qui commençaient à sectoriser et catégoriser les gens par leur voilà, et à les séparer. Et c'est ça qui nous on critique justement avec le graphique, c'est de se dire mais attendez, quand on est femme, on est aussi une classe sociale. C'est-à-dire, on n'est pas femme toute seule sans avoir de rapport de production. On n'est pas immigré tout seul sans avoir de rapport de production. Et ce rapport Terra Nova avait fait croire que y a des gens qui sont femmes sans être ouvrières, sans être bourgeoises, etc., sans être petites bourgeoises, sans être indépendantes. Pareil pour les immigrés. Et donc, Terra Nova, c'est un think tank de gauche, voilà, avait essayé de faire du marketing, on va dire. Voilà, c'est vraiment un truc marketing. Ce qui est très intéressant chez Terra Nova, c'est que ça a été un peu lu, je pense, à gauche, et notamment au PS, mais ça a surtout été lu par les droitards, en fait. Ça a surtout été le truc le plus lu par la droite, les droitards, les Éric Nolot, les Éric Zemmour, pour dire ah, regardez, Terra Nova, ils ont abandonné les classes populaires pour les jeunes, les immigrés, les femmes, etc. C'est le social contre le sociétal. Voilà, et donc c'est vraiment le truc fondateur de leur idéologie voilà, de séparation des problèmes sociaux, alors que les problèmes de sexisme sont des problèmes sociaux, les problèmes de hiérarchisation du salariat entre les racisés et les natifs sont des problèmes sociaux, et tout le monde appartient à une classe sociale. Mais ça a été le début de leur idéologie qui justement a permis de dire les classes populaires, comme si elles n'avaient pas de racisation, sont au RN, et les classes femmes, jeunes, racisées, machin, sont à LFI. Or, tout ce que nous on essaye de faire et qu'on va continuer et qu'on va appuyer, c'est de montrer que non. En fait, les sujets collectifs qui votent pour le RN et LFI sont populaires. Ça, c'est leur espace de base. Ils sont dans le même espace de classe, voilà. Et effectivement, ils s'affrontent sur la façon dont on va ordonner la société. Est-ce qu'on va l'ordonner par l'égalité ou par la hiérarchie des sexes et la hiérarchie raciale? Voilà, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et là, on le voit bien, tu vois, avec le discours de Nolo qui dit il a abandonné les prolos pour aller vers les gens des banlieues. Alors, il rajoute islamisés, mais comme si les banlieues n'étaient pas peuplées de prolos, justement. Et tu vois comment il n'arrive pas, en fait, il est incapable de penser la classe. Lui, la seule chose qu'il pense, c'est la hiérarchie raciale au sens de la race sociale, quoi. Et c'est vraiment transparent, c'est juste une dinguerie qu'un mec comme ça se décrive de gauche, tu vois, en ayant ce type de structure mentale, qui est vraiment une structure mentale, tu vois, d'effacement des classes sociales, le peuple blanc, le peuple natif contre l'envahisseur, l'étranger, l'autre, etc. C'est vraiment l'expression chimiquement pure d'une structure mentale d'extrême droite, quoi. Bah, moi, ça me fait aussi penser, tu sais, on a fait tu m'as mis ça sous les yeux, un react à Julien Rochdy. Et je trouve que c'est assez proche, en fait, parce qu'ils ont la même logique de séparation de la société, alors que, en fait, il faut bien le redire, les classes, comme le genre, comme la race, sont des structures d'analyse des sujets collectifs, mais ce sont des dimensions. Elles ne se comparent pas entre elles, ce sont plusieurs dimensions. Ça sert à rien de les analyser entre elles. Ce qui fait les sujets collectifs,
ce sont ces 3 dimensions. Il n'y a pas des collectifs qui sont de pure race, de pure classe ou de voilà. Donc ils sont en 3 dimensions avec toujours X, Y, Z, race, genre, classe. Donc quand un sujet collectif n'est jamais simplement une classe, n'est jamais simplement une race, n'est jamais simplement un genre, ce sont simplement 3 dimensions pour les analyser. Un sujet collectif est toujours composé de ces 3 dimensions. Donc ça ne sert à rien de les affronter. C'est comme si vous disiez que quand on regarde un meuble Ikea, la largeur c'est plus important que la hauteur. Quand tu veux le mettre dans ta pièce, il faut prendre les deux en même temps. Voilà, là c'est la même chose. Voilà, ce sont des dimensions. Donc 2010, le voile, c'est scandaleux. Il y aurait une seule femme voilée en France, c'est scandaleux. Je vous renvoie à ces déclarations les plus récentes pour voir que c'est un changement à 180 degrés. Et puis même pour parler d'une autre actualité, sur Iran-Israël, il est absolument scandaleux l'Iran puisse avoir un jour la bombe atomique. Maintenant, c'est tout à fait normal que l'Iran l'ait un jour. Encore un mytho, il était contre le programme nucléaire iranien, Mélenchon. Il l'a redit pendant les événements de juin-juillet 2025, Eric. Hein, donc c'est une folie, quoi. Après, on se permet de rappeler quand même que le meilleur moyen que l'Iran ne cherche pas à acquérir une bombe nucléaire serait qu'il ne se fasse pas mettre la pression par les plus grandes puissances impérialistes du monde, et notamment la plus grande puissance impérialiste du monde, c'est-à-dire les États-Unis, elles-mêmes dotées d'un arsenal nucléaire extrêmement conséquent. Le meilleur moyen d'éviter la prolifération nucléaire dans le monde et d'éviter qu'il y ait des puissances qui mettent la pression nucléaire sur d'autres puissances. Alors juste un petit truc, ce qui est fou, c'est qu'il parle de 2010, et là il parle de maintenant, il y a 15 ans d'écart. Mais comme s'il n'y avait pas eu l'élection présidentielle de 2012, l'élection présidentielle de 2017, l'élection présidentielle de 2020, où justement, Mélenchon a toujours tenu un programme de gauche et même laïque, quoi. Enfin, je veux dire, et même en 2022. Tout ça est une relecture, mais fausse de A à Z. Enfin, vraiment, c'est absolument catastrophique. Donc LFI est devenu maintenant un parti de l'étranger qui ne s'adresse à son électorat... Bon. Vous voyez un peu les gens, la référence au parti de l'étranger, c'est une dinguerie de sortir ça, putain. C'est une dinguerie. Pour l'anecdote, donc le parti de l'étranger, c'est vraiment la référence antisémite, par définition. Antisème classique, classique. De la France du début du XXe siècle, antisémite, quoi. Enfin... Et pour la référence et l'anecdote, en 79, aux élections européennes, donc on en parle des années 70 quand la droite était hégémonique, etc. Jacques Chirac avait parlé des pro-européens qui étaient l'autre droite, la droite de Giscard de l'époque. Il avait dit que c'était le parti de l'étranger parce qu'ils s'affrontaient sur les élections européennes. À l'époque, Chirac s'était fait taper dessus pour avoir dit ça. Donc à l'époque, dans les années 70, où on avait une conscience de ce qu'étaient encore les références antisémites, Chirac s'était fait taper dessus pour avoir utilisé cette mention. Et là, on a un type qui se dit de la vraie gauche. Mais moi, je dis, tu es de la gauche de Marcel Déat, Éric Nolot. Regardez qui est Marcel Déat. C'est un gars qui vient des SFIO, des socialistes, et qui finira dans la pire des collaborations. C'est vraiment le déatisme devant nous, ce qu'est Éric Nolot, quoi. En gros, c'est des banlieues islamisées et puis une petite partie de l'extrême gauche blanche, que par rapport à Israël, Gaza ou le Moyen-Orient, qu'à partir pour donner droit à des demandes communautaires, séparatistes, etc. Donc en fait, ils s'en fichent totalement maintenant de la France. Ça ne les intéresse plus du tout. Le social ne les intéresse plus. Mais Éric Nolot, tu t'intéresses au social, toi? Comme je regarde beaucoup de droitards, je t'écoute un peu parfois raconter tes conneries. Je ne t'entends jamais parler de conditions de travail, de conditions de logement, d'accès aux soins, du montant des retraites, de la santé au travail, de la gestion du handicap. Je ne t'entends jamais parler de ça, Éric Nolot. Tu ne parles que de laïcité, de France, d'une manière, on va dire, complètement abstraite. C'est-à-dire que tu parles de France, tu ne parles pas des Français, en fait. C'est un petit peu culotté de venir dire qu'LFI a abandonné le social. Alors moi, vous savez, par exemple, sur mes sujets, la santé et tout, moi, je trouve que LFI, sur certains points, ne va pas assez loin, pourrait aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Il y a d'autres sujets sur lesquels on pense ça. Il n'empêche que le programme d'LFI est bien plus social, à parler d'augmentation du SMIC, de diminution de la retraite, à parler de salaire étudiant. Enfin, je veux dire, Éric Nolot, c'est vachement plus social que de se branler la nouille toute la journée sur l'idée de la France, comme tu le fais toi, je pense. Mais ce qui est drôle, c'est qu'en fait, il a vraiment totalement rejoint ce que racontait son camarade chéruquier Éric Zemmour, quoi. C'est vraiment la même analyse. Ils ont abandonné le social pour le sociétal. Enfin, moi, j'aime bien parce qu'on a vraiment en face la proposition de cette extrême droite-là. Ce qui reproche à la gauche, c'est pas tant d'avoir abandonné le social. C'est la séparation qui s'imaginait de fait dans les années 50-60. C'est nous, la droite ou l'extrême droite, on est là pour dire comment on gère
les meufs, la famille, les arabes, tu vois, et vous gérez les fiches de paye. C'était un peu la division du travail politique, etc., qui s'imagine des années 60. Et ce qui est drôle, c'est que ce qu'ils reprochent à la gauche aujourd'hui, et c'est ça le truc, c'est comme tu dis, ils ne parlent pas plus de social, l'extrême droite ne parle pas plus de social, et on a vu le programme ultra néolibéral d'Éric Zemmour en 2022, il n'y a rien de social dedans. Ce qu'ils reprochent aujourd'hui à la gauche, c'est de venir sur leur terrain. C'est-à-dire venir sur le terrain de l'égalité concrète des femmes, le droit de vote, des gens qui sont là, qui sont étrangers, le pacte égalitaire, c'est-à-dire de venir sur des terrains, les remettre en question sur l'ordre moral, les remettre en question sur l'égalité culturelle, etc. C'est ça qu'ils reprochent en fait, c'est de dire, mais en fait la gauche, vous venez un peu trop sur nos terrains, alors qu'avant les vaches étaient bien gardées, les femmes étaient à la maison, et les arabes étaient dans les postes les plus subalternes. Et ça, justement aujourd'hui, il y a un sujet collectif prolétarien qui est beaucoup plus féminisé, qui est beaucoup plus racisé, qui vient dire, non seulement on va reprendre la conquête de l'appareil productif, on va se battre pour, comme tu disais, des meilleurs salaires, et en plus, on va dire peut-être que l'hégémonie masculine, l'hégémonie suprémaciste blanche, etc., ça va être un problème qu'on va résoudre, et ça leur pose un problème absolu. C'est ça en fait, c'est juste, on vient sur leur terrain. Et oui, clairement, la droite, l'extrême droite, on vous le dit, une gauche conquérante sera sur tous les terrains sociaux, car il n'y a aucun sujet qui n'est pas social. LFI a abandonné le social au profit de la Palestine. Et pourtant, Raquel Garrido nous apprenait récemment, elle nous disait, dans ma mémoire, en 10 ans, Jean-Luc Mélenchon n'avait jamais évoqué la question palestinienne. Pourquoi ce revirement soudain? Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, LFI est le premier parti pro-palestinien de France, et qu'est-ce qu'ils ont à y gagner? LFI est devenu le premier parti pro-islamiste de France. Ils ont gagné un nouvel électorat. Aïe, 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 aïe. Non, mais la folie du mec, pour se dire, c'est devenu déjà, il fait un lien entre Palestine et islamisme. Tu vois, déjà, t'as envie de dire, mais je veux dire, il y a plein de gens qui soutiennent le peuple palestinien, qui ne sont pas musulmans, je veux dire, genre nous, par exemple, mais beaucoup d'autres gens. Et après, il utilise le terme islamiste, alors qu'il est toujours un terme, tu sais jamais ce qu'ils foutent dedans. Parce qu'en fait, dans la tête d'Éric Nolot, je pense que islamiste, ça veut dire personne très dangereuse, qui a envie de prendre le pouvoir et d'imposer, je sais pas quoi, la charia. Alors c'est pareil, il faudrait voir ce qu'ils mettent derrière le mot charia, hein, parce que tout le monde n'est pas d'accord avec la manière dont Éric Nolot utilise les termes en lien avec l'islam. Mais donc, tu vois, tu as cette espèce de gloubi-boulga là. Et donc, en fait, voilà. Donc, vous avez compris, hein, il y a un immense complot de la France insoumise pour draguer les islamistes pour se faire élire. Alors, il me semble, j'ai pas regardé exactement les chiffres, mais que la proportion de Français qui se définissent comme musulmans pratiquants, ce qui n'a rien à voir avec islamiste au sens où l'entend Éric Nolot, hein, je crois que c'est 6%. Donc bon, ça représente effectivement un petit peu de gens, mais tu vois, c'est pas comme ça que tu gagnes une présidentielle, quoi, avec 6% des gens. Et en plus, dans le vote des personnes qui se déclarent musulmanes, effectivement, la France insoumise arrive première pour 2 raisons. La première, c'est que globalement, les personnes musulmanes sont plus précaires. Et donc, c'est des gens qui vont moins aller voter pour des partis bourgeois type Macron, etc. Et deuxièmement, parce qu'en fait, quasiment tous les autres partis tiennent des discours islamophobes de zinzin. Et donc, en fait, je me souviens que Chris, on en avait déjà parlé dans d'autres caps, mais le jour, on l'espère, où la France sera un peu moins zinzin sur l'islamophobie, probablement que le vote des personnes musulmanes dans ce pays va beaucoup plus se répartir, on va dire, d'une manière homogène sur l'échiquier politique, parce qu'il y a des musulmans de droite, il y a des musulmans de gauche, etc. Enfin, peut-être que c'était un petit peu l'appel du pied qui avait été fait par Copé, tu sais, qui essayait de mettre un petit peu dans son vote sur l'islamophobie en disant, mais en fait, peut-être qu'il y a des gens de droite qu'on pourrait aller récupérer. Et probablement que c'est ça. Et donc lui, Éric Nolot se dit que c'est du clientélisme des LFI. Moi, j'ai plus envie de dire que c'est la conséquence de l'islamophobie des autres partis que la conséquence d'une éventuelle islamophilie, on va le dire comme ça, de la France insoumise, quoi. Qui ne sont pas vraiment... Enfin, Mélenchon, on peut pas le décrire comme un mec pro-religieux, etc. Enfin, vraiment pas. Par contre, il est sensible, il amène le sujet de l'islamophobie clairement sur la table, quoi. C'est un peu ça la différence. Là, je suis d'accord. Et en plus, il y a des sondages qui ont montré justement en plus que les musulmans pratiquants, tu sais, ils étaient plus proches de Macron. Parce qu'il y a effectivement un islam un peu plus culturel, comme les chrétiens culturels sont tendanciellement plus de gauche et les chrétiens très pratiquants sont tendanciellement plus de droite. On retrouve ce même phénomène de droitisation chez les musulmans avec, comme tu l'as dit, un effet moindre, parce que la société et les débouchés politiques étant 100% islamophobes, ça veut dire quand même qu'il faut voter. Alors Macron était pendant longtemps, notamment le Macron de 2017, le débouché de droite le moins islamophobe. Donc ils allaient vers ça.
Et là, comme tu dis, oui, effectivement, c'est la société qui est tellement islamophobe que le seul parti qui ne haït pas les musulmans devient un débouché politique des musulmans. Mais ça, c'est vraiment une situation instable et dysfonctionnelle de la période dans laquelle on est, là, au clair-obscur, comme dirait Gramsci, et qui tend à se résoudre. Je fais ce constat-là et je suis peut-être trop optimiste. La droite va tenter de sortir de ça. On voit ce que c'est que tente Villepin. Alors, il est trop esseulé, il n'y arrivera pas, mais c'est une espèce de, tu vois, une petite goutte d'eau dans l'océan. On avait vu justement Copé qui commençait à dire maintenant c'est bon, vu l'état de la société, alors il essaie de se raccrocher aux branches en disant on a tellement laissé que, mais ils savent très bien que, ce qu'on vient de dire précédemment, comme les musulmans sont aussi eux-mêmes pris dans des contradictions de classe, il y a des ouvriers musulmans, il y a des auto-entrepreneurs et des indépendants musulmans, il y a des patrons musulmans, il y a des fonctionnaires musulmans, etc. La droite, si elle veut se refaire un espace entre l'extrême droite et la gauche, elle va devoir arrêter d'être islamophobe, parce que sinon elle ne pourra pas capter de la population justement qui serait libérale, pro-entreprise, pro-business, 4 sup, tu vois ce que je veux dire, centre droit, voilà. Donc cette focalisation des musulmans pour Mélenchon est plutôt un effet d'aubaine pour Mélenchon, mais c'est pas une situation fonctionnelle, quoi. L'électorat qui leur a manqué lors de la dernière présidentielle, et ils espèrent le trouver dans les banlieues islamisées. D'un point de vue numérique, c'est pas un calcul absurde. Alors, rappelle que ça, c'est une tech de Roussel, quand même. Oui. Juste pour info, oui. Fabien, voilà, les gens qui reprennent tes techs, ils vont sur Frontière. Voilà. Pas ouf, Fabien. Le problème, c'est qu'ils ont l'impression que ce sera une fin en soi, alors que cet électorat finira par les bouffer. En réalité, ce sont des idiots utiles. Et les filles, ce sont les idiots utiles de l'islamisme. Monsieur Mélenchon a prôné... Ce qui est bien, c'est que c'est vraiment, tu sais, mais tout le baratin de Zemmour, quoi. L'utilisation du terme idiot utile. Mais ce qui est drôle, c'est qu'en plus, il fait... Ça, c'est vraiment les droitards. Il fait une analogie de la confrontation entre les communistes iraniens, Tudeh, et la révolution islamique, quoi. Et donc, le régime islamique. Comme si, en fait, nous, on vivait dans une société chiite, musulmane. Non, mais tu vois l'état mental du gars, que le mec pense sincèrement qu'il est possible qu'un islam politique prenne le pouvoir en France. Tu vois, quand on en parlait, on a fait une capsule sur Pierre-Édouard Stérin avec Padu, si vous voulez aller la voir, il n'y a pas très longtemps, où on voit ce mec qui est un milliardaire d'extrême droite complètement zinzin, catholique, traditionnaliste, avec une vision ethno-raciale de la France et tout en étant un libertarien. Enfin, vraiment le pire mec, il n'y a pas à chier. Lui, tu vois, c'est un milliardaire avec énormément de puissance, du coup, liée au fait qu'il détient énormément de choses, qu'il détient des médias, qu'il achète, etc. Même chose pour Bolloré, tu vois, qui est moins, on va dire, chrétien affiché, mais qui porte en fait le même projet politique. Quand même. Et ben, même ce mec-là, Stérin, vu les conditions matérielles de la société actuellement, objectivement, c'est impossible qu'ils mettent en place un régime catholique traditionnaliste en France. C'est impossible. On est dans un niveau d'athéisme dans ce pays et dans des conditions matérielles concrètes qui font que ce n'est pas possible, même pour la religion catholique qui est historiquement beaucoup plus implantée, qui a des relais politiques bien plus puissants. On l'a vu pendant la manif pour tous, tu vois, la capacité à mobiliser énormément pendant la manif pour tous. Alors, je pense qu'il y avait plein de gens religieux en règle générale qui étaient opposés au mariage homo, et y compris des gens athées, parce que je vous rappelle que les gros réacs, il y en a aussi chez les athées. Mais en fait, ceux qu'on a vu se mobiliser très fortement, c'était beaucoup les populations catholiques de droite françaises, et elles l'ont fait aussi parce qu'elles ont des capacités de mobilisation, des réseaux, de la logistique, la possibilité d'affréter des bus. C'est-à-dire que c'est des gens organisés, bien organisés, et qui ont de quoi avoir le pouvoir par le pouvoir médiatique, financier, etc. Et pourtant, même avec tout ce pouvoir-là, objectivement, un régime d'extrême droite, raciste, etc. Oui, ça, pas de problème, je pense parfaitement que ça peut arriver en France. Tout à fait moderne. Catholique fervent, mais c'est complètement hors sol. Mais alors du coup, mais pensez ça pour la religion musulmane, mais vraiment, je me dis, mais le mec a trop lu Houellebecq, quoi. Il est complètement zinzin. C'est ça. Mais c'est drôle parce que tu fais un bon rappel, c'est pour montrer à quel point en plus ces gens sont incultes. En 1871, au tout début de la Troisième République, il y a les premières élections. Tout le monde s'attendait au retour de la monarchie, parce que c'était de dire, bah voilà, il n'y a pas de parlementarisme, il n'y a que des... Voilà. Et même ça n'a pas été possible. C'est-à-dire que même les républicains, c'est-à-dire la bourgeoisie de l'époque, avec Thiers, etc., a compris que c'était la fin et que pour son pouvoir bourgeois, le parlementarisme bourgeois libéral était bien plus profitable que le sabre et le goupillon à l'ancienne. À la fin du 19e, quand il n'y a pas l'alphabétisme, quand il y a encore plein de gens qui fréquentent les églises, la monarchie n'est plus capable d'être restaurée dans les années 1870. Et un Stérin voudrait croire que son projet est possible. Alors, et pour être clair, aucun pays
à majorité non musulmane a été infiltré de l'intérieur par des musulmans pour devenir un califat. Les régimes les plus, on va dire, salafistes ou fondamentalistes, encouragés en plus par les Américains souvent, ont toujours eu lieu dans des pays à majorité musulmane. C'est une base fondamentale. C'est comme si vous disiez, ce terrain, il a un projet encore plus fou. Il va aller monter la monarchie catholique en Arabie Saoudite. Ils ne comprennent pas ce que c'est les rapports de force matérielle et en plus ils comprennent pas ce que c'est en plus l'histoire, la dynamique même des pays à majorité musulmane. La dynamique des pays à majorité musulmane, c'est même plutôt la sortie de l'islam rigoriste. En Algérie, ils ont eu des très gros problèmes avec ça, mais en Algérie, ils ont eu des problèmes avec le FLN et le FIS. Le FIS a été complètement sabré, etc. pendant la décennie noire. En Égypte, les frères musulmans n'ont pas réussi à s'imposer. Au Maroc, en Tunisie, ce sont des religions d'État, mais justement pour contenir les musulmans les plus salafites. Enfin, c'est vraiment rien comprendre des dynamiques matérielles, d'éducation de masse, de féminisation de ces sociétés-là, de leur entrée justement dans la mondialisation. Enfin, vraiment, c'est ridicule, quoi. C'est vraiment ridicule. Mais je rappelle, hein, l'histoire ne repasse pas les plats et donc vous ne reverrez pas le plat monarchie catholique française. Voilà. Désolé pour ce terrain. Mais... Pendant des années et des années, il suffit de se reporter à ces déclarations, le contraire de ce qu'il proclame aujourd'hui, dans un seul but, un but démagogique. Mais moi, je voudrais savoir qu'est-ce qu'il proclame aujourd'hui, Mélenchon. C'est ça que j'attends. Mais pour lui, qu'est-ce qu'il proclame ? Vite, tout le monde convertissons-nous à l'islam. C'est ça dans la tête d'Éric Nolot. Hein. C'est de la folie. Mélenchon veut voiler Zoé, c'est ça ? Non, mais c'est hallucinant. Je veux dire, il défend encore la laïcité. Il a dit devant son copain que Mohamed, c'était un beau prénom. Et pour ça, c'est la République islamique en France, quoi. Enfin, c'est vraiment... Oui, ils sont cinglés, quoi. Un but électoraliste. Donc il fait feu de tout bois. Et il a trouvé une formidable ambassadrice en la personne de Rima Hassan. C'est un parti de l'étranger, il faut le dire. Et LFI est devenu un parti de l'étranger et qui agit comme tel. Une fois que vous avez compris ça, la grille de lecture, c'est clair, vous pouvez... grille de lecture complotiste antisémite, hein. Parti de l'étranger, Rima Hassan en Léon Blum. Parce que là, moi, c'est quelque chose qu'on dit, voilà, ce que vivent aujourd'hui les musulmans, c'est d'être attaqués comme un peuple dans le peuple, qu'ils le gangrènent. Voilà, exactement la rhétorique antisémite de dire c'est un État dans l'État, une cinquième colonne qui dégrade le bon peuple français historique, avec justement des figures de proue. Alors à l'époque, c'était Léon Blum qui était juif et qui était justement nommé comme l'État dans l'État et justement à la tête d'un parti socialiste. Là, c'est Rima Hassan. Là, on est vraiment dans la reproduction de l'antisémitisme. Et en plus, on l'a dit, à l'époque, ces gens-là se disaient pas de gauche, hein, quand ils avaient ces rhétoriques-là. Maintenant, ils peuvent se dire de gauche parce qu'en plus, ils utilisent un anticléricalisme, c'est-à-dire une espèce d'athéisme d'État forcené qui voudrait empêcher toute expression religieuse dans la société. Là, on a la synthèse parfaite de l'attaque des musulmans par une gauche bourgeoise faussement progressiste et une extrême droite ethniciste, précédemment antisémite, qui les attaque. Nolo est la synthèse parfaite de ces deux-là, quoi. Puis tu vois, sa fixette sur Rima Hassan, là, alors là, c'est vraiment... Tout à l'heure, on a dit Roussel. Les gens qui ont osé dire que mettre Rima Hassan à la tribune, c'était une provocation, regardez-vous en face parce que là, c'est la même chose. Hein. Vous êtes complices comme quand des gens étaient complices d'accuser Léon Blum d'être pas assez français, d'être trop juif. Dire que Rima Hassan était un problème à la tribune, regardez-vous dans les yeux. C'est ça. Et donc là, on va passer à un dernier timecode. Alors, je vous raconte pas, les copains, mais ça a été très difficile de sélectionner dans cette interview parce que vraiment, c'était un festival de dinguerie. Là, on vous passe un petit moment où il explique qu'en fait, il y a une décérébration par baisse du niveau scolaire en France. Et donc, c'est pour ça que les gens sont suffisamment cons pour voter pour LFI. C'est vraiment ça la take. Hein. Il parle de personnes décérébrées, je cite. Ce mec, hein, dont vous avez vu l'immense qualité intellectuelle, d'analyse et tout ça, vraiment parfait, Éric Nolot. Et donc ensuite, il y a un petit passage où il dit « Ouais, en plus, il y a des LGBT, ils croient que c'est le paradis pour eux à Gaza. » Alors le mec n'arrive pas à faire la différence entre soutenir un peuple qui subit une colonisation depuis 80 ans, avec des massacres réguliers, un apartheid, un génocide, etc., et penser que c'est le paradis d'aller y vivre. Lui, il croit qu'en fait, quand on soutient des peuples colonisés, en lutte pour leur libération et tout, c'est parce qu'on a envie d'y aller nous-mêmes. Déjà, ça n'a aucun sens. Et puis, tu sais, c'est vraiment ce truc où il est là, ouais, de toute façon, pour Gaza, ils ont qu'à prendre un aller simple parce qu'ils en reviendront pas, ils vont se faire jeter des toits, etc. Tu sais, la rhétorique, chicken for KFC et tout ça. Et en fait, tu as envie de dire, alors déjà, s'ils y vont, effectivement, il y a un risque qu'ils ne reviennent pas parce qu'ils se sont fait buter par l'armée israélienne, Éric Nolot. Enfin, excuse-moi, mais en fait...
les gens les plus dangereux là-bas, Le a premier priori, risque, c'est hein. quand même des soldats. Voilà, En c'est quand même Palestine, des le soldats. premier risque, c'est d'être tué par Israël. Hein. C'est pas d'être tué par d'autres gens. Hein. Voilà, je le dis. Hein. Bien sûr, c'est quand même des soldats israéliens. Et après, j'ai envie de dire, alors, Éric Nolot, honnêtement, des endroits dans le monde, même en France, hein, avec des gens qui tiennent des discours extrêmement homophobes ou extrêmement transphobes, il n'y a pas besoin d'aller que dans les pays musulmans, etc. En Amérique, aux États-Unis actuellement, il y a des attaques extrêmement fortes qui sont faites, notamment pour les droits des personnes trans. On a parlé de la manif pour tous avant. Bref, je sais qu'il a du mal, tu vois, à avoir un prisme autre que ethno-religieux. Mais en fait, les choses sont un petit peu plus complexes, Éric Nolot. Et encore une fois, des personnes LGBT peuvent soutenir des gens, même des gens, et je ne dis pas en plus enfin, moi je suis pas dans la tech d'Éric Nolot à dire ouais à Gaza tout le monde est homophobe, je sais pas quoi. Enfin, moi j'aimerais bien connaître vraiment l'avis d'Éric Nolot sur les personnes trans par exemple. Hein. Je suis curieuse. En fait, on peut soutenir un peuple qui subit un génocide, même si on n'est pas aligné avec toutes les positions politiques de chaque personne qui habite sur ce territoire en fait. Enfin, Bien sûr. je comprends pas la tech. Bah là, c'est une question de pure humanité. C'est que si vous considérez qu'il y a des gens qui sont bons à génocider, vous êtes un salopard. C'est tout. C'est des gens, ils vont être contre la peine de mort, mais ils vont considérer qu'on peut tuer des peuples parce qu'ils seraient soi-disant pas assez progressistes. Non, justement, quand vous êtes humaniste, vous considérez que rien ne vaut la mort. Même les pires des crimes, encore moins une idéologie. Ce sont des fanatiques qui se font passer pour des modérés, alors que leurs yeux sont secs quand ils ont un génocide en 4K devant les yeux. Ces gens-là sont immondes parce qu'ils se donnent des bonnes raisons. Voilà, on a eu le comble du comble, c'était la fameuse Céline Pina, voilà, qui inventait des raisons philosophiques pour ne pas pleurer face à la mort d'enfants sous les bombes israéliennes. Une bombe qui explose et qui va détruire et qui va faire des dégâts collatéraux tuera sans doute des enfants. Mais ces enfants ne mourront pas en ayant l'impression qu'en face d'eux, l'humanité a trahi tout ce qu'ils étaient en droit d'attendre. Ce sont les mêmes personnes. Frontières, francs-tireurs, etc. Tout ça, c'est la même galaxie, avec une extrême droite qui se dit de gauche, une extrême droite qui se dit d'extrême droite, une extrême droite qui se dit de droite, etc. Tout ça, c'est la même galaxie. Ils ont la même vision du monde et ils sont anti-humanistes. Ce sont des gens qui sont anti-humanistes par définition. Tout à fait. Et donc là, dernier timecode, les amis, Éric Nolot va nous parler, il va revenir un peu sur son obsession de Rima Hassan. Et là, on va aller à fond dans le complot du grand remplacement, parce que figurez-vous que peut-être que plus tard, dans quelques années, dans les partis de gauche, il y aura des gens qui sont noirs dedans. Et ça, c'est vraiment très, 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 très grave. Allez, on va regarder Éric qui panique. Alors, on a vu Rima Hassan sur une tribune à côté de Mathilde Panot dire que l'époque du porte-parole est révolue et qu'il va falloir incarner physiquement, on a presque l'impression qu'elle veut dire racialement incarner la France insoumise. Comment vous l'imaginez dans 10 ans, l'échéance de 2032, peut-être Jean-Luc Mélenchon ne sera plus là. Comment vous voyez ce parti? Est-ce qu'il va y avoir une scission, peut-être avec des éléments plus radicaux, avec ceux des quartiers, qui vont écarter les blancs bourgeois parisiens? Comment on l'imagine? C'est quoi LFI après 2027? La scène où Rima Hassan explique devant Mathilde Panot que le temps du porte-parole est révolu, que maintenant les racisés doivent prendre le pouvoir, ça m'a fait beaucoup penser à une scène historique. Moi, je me repasse souvent. Ça se passe le 22 décembre 1989 à Bucarest. Ceausescu fait son dernier discours. Il est en train de débiter sa langue de bois habituelle. Et il y a un mouvement de foule. Et tout d'un coup, il détourne le regard. Et il voit quelque chose d'anormal qui se passe. Et il sait que c'est fini. De fait, 2 heures plus tard, il va fuir le palais en hélicoptère. Mais il a compris. Et dans les yeux de Mathilde Panot... Dans les yeux de Mathilde Panot, il y a un ancien dictateur roumain qui s'est réincarné. Je vois qu'elle a compris ce qui va se passer. C'est elle qui répond à la question à quoi ressemblera LFI dans 10 ans. LFI dans 10 ans sera un parti révolutionnaire, encore révolutionnaire, mais révolutionnaire islamiste. En fait, c'est un scénario à l'iranienne. Les communistes ont... Désolé, je suis obligé Le mec est fou. Le mec est fou. Je suis désolée, le mec est fou. D'arrêter pour rire. Alors, je vous rappelle qu'à peu près à cette période, Éric Nolot se baladait dans les pays de l'Est. Alors lui, c'était plutôt en Bulgarie. C'était pour... globalement, il a pécho son étudiante, mais il a attendu qu'elle soit majeure pour la ramener en France parce que grand seigneur. Hein. Donc, voilà. Bravo Éric. Hein. Félicitations. Bravo, Éric. Grooming réussi. Bien joué. Tu es un vrai progressiste, toi, du coup. Voilà. Tout à fait. T'imagines l'état mental du gars. Oh là là. Pour comparer Mathilde Panot, qui est à la tribune avec Rima Hassan. Mathilde Panot n'est pas au pouvoir, d'accord? Elle est avec sa camarade de lutte, qui dit quelque chose d'extrêmement banal, c'est-à-dire, en fait, dans les jeunes générations en France, beaucoup de gens ne sont pas blancs. Alors ça fait très peur aux droitards. Pierre-Édouard Stérin veut qu'on fasse plus de bébés blancs à cause de ça et tout ça, mais en fait, c'est un fait. Et ce sont des Français.
Ce sont des gens qui, en grande partie, sont nés là, parlent le français, ont des habitudes culturelles globalement extrêmement françaises, en fait, parce qu'ils ont grandi ici, ils sont allés à l'école ici, etc. etc. Et donc, effectivement, les partis de gauche, les militants de gauche en règle générale, nous, par exemple, c'est effectivement une réflexion importante qu'on a de se dire, mais la classe révolutionnaire de ces prochaines années, on vous l'a expliqué. Alors, vraiment, vous pouvez aller voir notre vidéo La vérité sur Nicolas qui paye. On revient sur la situation des professions intermédiaires et des cadres actuellement en France qui, en fait, sont en train de se déclasser tout en même temps se féminisant et en devenant de moins en moins blanches et tout ça. Et en fait, là, va arriver une génération qui sont tout jeunes aujourd'hui, qui arrivent sur le marché du travail au moment où il y a une tension énorme et où on leur a raconté qu'il fallait faire des études, etc. Et même ceux qui ont réussi à avoir accès aux études, et c'est un peu plus les femmes que les hommes dans les classes populaires racisées, notamment parce que le système scolaire est organisé de manière à ne pas aider les gamins des classes populaires en règle générale, mais particulièrement les garçons, et que les filles, et ça c'est vrai chez toutes les classes sociales, les filles, ça c'est un effet du patriarcat, elles ont tendance à mieux se conformer au cadre scolaire. Et donc les jeunes filles des classes populaires ont en général plus accès aux études supérieures, etc. Et pourtant, même avec un master, elles vont se cartonner un marché du travail complètement bouché, des conditions de travail dégradées, des salaires pas ouf, une dégradation du niveau de vie global. Du racisme. Ouais, du racisme, bien sûr, de la misogynie aussi. Et le racisme, elles vont se le prendre encore plus en se disant bah ouais, gna gna gna, le mérite et tout, mais il y a zéro mérite en fait. Enfin, la manière dont est organisée la société ne fonctionne pas au mérite. Et donc, ça, c'est les classes révolutionnaires. Ce sont des classes qui n'ont plus intérêt à ce que la société fonctionne comme elle fonctionne. Donc, si on est un parti de gauche conséquent et qu'on a des envies révolutionnaires, alors je ne pense pas que LFI se définirait comme révolutionnaire, contrairement à ce que dit Éric Nolot. Révolution citoyenne. Voilà. Oui, voilà, révolution citoyenne. Oui, c'est vrai qu'il l'utilise un peu. Mais quand on a une visée révolutionnaire, qui nous et notre cas, c'est-à-dire mettre fin au capitalisme, clairement, on est obligé de penser un parti qui est à l'image de cette classe révolutionnaire. Et donc un parti avec des meufs. Et donc ça veut dire qu'il y a des réflexions à avoir sur comment on structure nos organisations pour qu'il y ait des espaces militants qui soient agréables, sécuritaires, propices à ce que des femmes puissent y militer. Et il faut aussi des gens qui ne sont pas blancs, parce que c'est à l'image de la classe révolutionnaire. Et ça terrifie Éric Nolot, qui croit que automatiquement, si tu as un petit peu plus de mélanine dans ta peau, tu vas faire une révolution islamique dans un pays historiquement chrétien et très largement non religieux. Non, mais c'est une folie. Je rajoute un truc, ce que tu disais, c'est aussi les immigrés de première génération ont vraiment une vraie croyance dans la méritocratie et dans l'élévation par l'école. Et donc, c'est le sujet révolutionnaire. Comme tu dis, les jeunes diplômés aujourd'hui qui sont en crise dans l'insertion du marché du travail, etc., féminisés, racisés, sont aussi des gens qui obtiennent beaucoup de diplômes, qui ont des vraies réussites scolaires. Parce que justement, les parents les ont poussés, croyaient justement en cette possibilité de s'intégrer par les études. On voit bien que ce n'est pas du tout possible. Le racisme est plus fort, la crise du mode de production est plus fort. Et donc, comme tu l'as dit, il y a un sujet révolutionnaire généralement qui est le salariat, qui lui tend à transformer la société, mais à l'intérieur de ce salariat, il y a des éléments plus conservateurs et d'autres plus révolutionnaires. Et ce que tu viens de bien décrire, les gens les plus jeunes et les plus féminisés, racisés, sont les plus révolutionnaires de ce sujet collectif général. Parce qu'effectivement, les blancs salariés à 2 ans de la retraite, qui ont déjà fini de payer la maison, qui ont des salaires pas trop mal, seront de fait beaucoup moins révolutionnaires. Ouais, c'est sûrement pas eux qui vont tout faire péter. Hein. Mais c'est parce qu'ils ont l'âge de leurs artères, certains diraient. Ça doit être ça, oui. Ça doit être ça. Ont été éliminés en Iran au profit des islamistes. Là, les islamistes, dans 10 ans, auront éliminé tout ce qui ressemble à des blancs ou des moitiés de blancs à LFI. Ils en garderont peut-être pour la vitrine, mais c'est eux qui auront pris le pouvoir pour appliquer leur programme, qui est un programme islamiste. En réalité, voilà pourquoi il y a tant de fraternité entre le Hamas et LFI, parce que la logique ultime, c'est l'imposition de la charia. Voilà. Non mais franchement... Voilà. Franchement, voilà. Le mec a pété un câble. Hein. La le mec, folie littéralement, du truc. Il flotte 40 km au-dessus du sol, il ne touche plus terre. Eric, écoute, je n'ai pas envie de te psychiatriser, hein, vraiment, mais là, moi, je m'interroge. Quoi. Mais c'est quel niveau de perte de connexion avec le réel, en fait. Enfin, c'est un truc de fou. Mais c'est ça. Mais là, on voit justement la capacité de ces gens-là qui sont extrêmement dans le confort de s'inventer des réalités sociales parallèles parce que justement, ils ne vivent pas de problèmes concrets. Et là, vraiment, on est face à un délire, quoi. On est face à un délire. Il y a rien, ne serait-ce même
que dans les discours, dans la réalité factuelle de Mélenchon qui peut approuver ça. Et il n'y a rien, même si Mélenchon voulait ça, qui ne le permet matériellement en France. Là, on est au bout du truc. Je pense qu'on est dans la farce absolue. Et je pense qu'on va vers des jours meilleurs par rapport à ça, parce que là, c'est vraiment n'importe quoi. Plus personne ne peut croire à ces conneries, quoi. Bah, en vrai, j'espère, Chris, parce que bon, c'est quand même. Encore une fois, ils ont une puissance médiatique, hein, Frontières, CNews, etc. C'est des discours qui sont serinés. C'est les endroits qui invitent Éric Nolot Mais tout le temps, hein. Et c'est des trucs qui sont serinés et serinés et serinés. Mais effectivement, il y a, on va dire, les conditions concrètes et l'évolution réelle de la société qui va probablement nous permettre de sortir un peu de cette islamophobie de zinzin, là. Parce que moi, tu vois, j'ai aussi l'impression que c'est des angoisses de mecs de cet âge-là, tu vois. Ah ouais. C'est quand même... Alors, il y a des jeunes mecs, tu vois, on en voit plein, hein, sur les médias d'extrême droite. Des jeunes mecs d'extrême droite aussi complètement zinzin, tu vois, sur les trucs de grand remplacement et tout ça. Mais vraiment, moi, j'ai envie, toi, cette génération-là, Houellebecq, Nolo et tout ça, qui ont été très, très centrés sur leur tub et le fait de pouvoir baiser ou Ouais. pas baiser, aller chercher des gamines de 30 ans de moins et tout ça, parler de liberté sexuelle toute la journée. Et là, sur le tard, ils deviennent complètement fascistes et obnubilés par une éventuelle pénétration de la religion musulmane. En plus, si tu veux, moi, je trouve qu'il y a aussi un truc un peu d'enjeu de masculinité qui se joue là-dedans, parce que je ne sais pas si tu as vu un peu à quel point Éric Nolot prête de la puissance et de la force aux personnes musulmanes dans ce pays. Tu vois. Ouais, c'est ça. Genre, ils vont, tu vois, ouais, Mathilde Panot, elle va être renversée, elle a vu, elle a peur, elle va être submergée, machin. Tu sais, il y a vraiment un espèce de truc. C'est Nietzsche avait ce rapport-là aux hommes musulmans aussi, et tu vois, l'extrême droite, globalement, a ce regard-là. Soral avait ce regard-là sur les mecs Et musulmans aussi. c'est les gens qui disent survirilité de l'homme arabe ou noir. c'est et tout une ça. T'as religion vraiment de conquête, conquérante. Ouais. Ce que je te dis en plus, qui est largement. Enfin, il faut analyser réellement ce que c'est. Mais désolé, je t'ai interrompu. Mais t'as vraiment aussi, je pense, comme tu dis, tu fais bien de le noter, des vieux mecs blancs qui veulent pas que des meufs et des gens racisés s'assoient à leur table, quoi. C'est vraiment ça. Clairement. Et là, c'est ce que fait une Rima Hassan. C'est ce qu'elle le regarde dans les yeux. Elle dit, bah là, la chaise, elle est vide. Oui, mais il y a mon copain Éric Zemmour. C'est lui qui est. Bah ouais, bah, je vais m'asseoir, tu vois. Donc, et puis comme ça va changer. L'idée de la table, elle est intéressante. Quand vous commencez à mettre d'autres gens, quand vous avez que des Éric Nolot autour de la table, bah, les conversations elles vont avoir une certaine couleur. Si vous faites rentrer des jeunes, des ouvriers, des meufs, des gens racisés, etc., vous voyez, le niveau de conversation va changer. Bah, c'est ça qu'ils ne supportent pas. Leurs conversations tranquilles, etc., vont changer, la vision du monde va changer, et ça, ils détestent ça. Et moi, je vais aller plus loin. Moi, je pense qu'il y a trop de dignité et trop de force dans Rima Hassan, c'est-à-dire une meuf qui le regarde droit dans les yeux, ce qui me faisait penser à ce que toi, tu avais attrapé l'autre, qui est le même niveau de personne, la 4 mères, là, et qui dit, regardez, elle est capable de se refuser à moi. Parce qu'elle porte le voile, etc. Et ben pour moi, il y a ça, en fait. Ils comprennent qu'ils n'ont plus le contrôle sur ces femmes, cette jeunesse, etc. Et ça leur fait flipper. Qui continuent de flipper, hein, parce que ça va vraiment changer. Effectivement, le monde va devenir beaucoup plus égalitaire et la vie d'Éric Nolot va devenir beaucoup plus marginale. Et d'ailleurs, ce que prend Rima Hassan, c'est beaucoup des trucs comme ça, c'est-à-dire soit des mecs qui la fétichisent, tu vois. T'avais eu des mecs qui étaient là, oui, elle est belle, et en fait, ils ont fait exprès de mettre un mannequin syrien, je sais plus quel débile de droitard avait sorti ce truc-là. Et à l'inverse, t'en as d'autres qui veulent la monstrifier, tu sais, et qui disent non, en fait, elle ressemble pas à une blanche, quoi. Donc, c'est pas une belle femme. Et après, même à gauche, il y a un truc fétichisant dégueulasse sur Rima Hassan. Même des gens de notre camp qu'on aime beaucoup, hein, mais tu vois, quelle classe et tout. Enfin, fait, tu sais, il y a vraiment c'est la passionnariat, tu vois ce que je veux dire. Ça peut pas être un camarade comme un autre, tu vois. Ça peut pas être un camarade tu comme vois, un autre. Il y a un espèce de refus de la considérer comme une militante en lutte, tu vois. Ouais. Et moi, si j'avais un truc à dire sur Rima Hassan, ça serait quelle militante, incroyable, tu vois. Quel courage elle a, quel courage militant, quel courage politique, parce que Rima Hassan, elle prend des vrais risques. Hein. Enfin, elle est extrêmement menacée, notamment comme Mathilde, tu vois ce que je veux dire. Personne ne veut la comparer à Mathilde Panot, tu vois. Quand elle monte à la tribune et aussi, hein. Voilà et qu'elle envoie du steak, on dit quel camarade, quoi. Et ben voilà, Mathilde Panot va dire la poissonnière, nanana. Rima Hassan, il y a ça avec une dimension en plus un peu orientaliste, fétichiste. De normalement la femme arabe, etc. Elle aurait dû être un peu soumise et elle, en fait, elle fait pas ce job, quoi. Et donc, tu as vraiment cette espèce de regard sur eux, de regard de mec, de regard de vieux mec blanc de pouvoir, tu vois, qui voit le nouveau monde arriver et que ça terrifie. Et du coup, plutôt que se raconter la vérité, c'est-à-dire, mec, en fait, le bilan politique de ta génération n'est pas bon.
d'accord. Le bilan politique de ta génération n'est pas bon. Et donc, oui, effectivement, on va vous dégager à coups de pied dans le cul. On va faire autrement que la manière dont on a fait depuis 40 ans. Et on va le faire avec nos camarades qui sont aussi des meufs, qui sont aussi des gens non blancs. Et on va le faire tous ensemble, tu vois. Et c'est effectivement les choses qu'il y a à construire dans les différentes organisations de gauche, les collectifs, les partis, les syndicats, de faire ce travail-là, de faire corps tous ensemble dans ce projet politique-là. Et en fait, lui, c'est beaucoup plus confortable pour lui de se raconter, bah voilà quoi, c'est la révolution islamiste, je sais pas quoi et tout. Bon, sur ce, bah écoutez, on a regardé ce gros zinzin d'Éric Nolot de temps en temps. On aime bien se faire un petit Éric Nolot comme ça pour se rappeler que les mecs sont complètement tapés. Il a tourné la carte, hein, comme on dit. Hein, mais, Il ne me reste plus qu'à vous suggérer, si vous voulez, de vous abonner à cette chaîne, de vous abonner à ma chaîne, à la chaîne de Position Revue, de nous suivre sur Twitter, sur Blue Sky. Vous pouvez aller lire la revue Position Revue en ligne. Restez connectés aussi pour le 10 septembre parce qu'on va vous en reparler beaucoup du mouvement social qui se prépare. Si vous voulez soutenir le travail de l'asso, ça se passe sur Tipeee. Vous aurez le lien en description. Et sur ce, à plus tout le monde. Salut! Salut! Salam.